carrément un peu normaliser les échecs. Super important, je pense que c'est le message que j'ai vraiment à transmettre aujourd'hui. Normaliser autant que possible les échecs. C'est vraiment une très belle opportunité pour vous, pour restructurer votre carrière. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de la trilogie de podcasts sur le pouvoir de comprendre la pensée stratégique de manière à pouvoir propulser sa carrière. Cette trilogie de podcasts est organisée par l'Association des femmes en finance du Québec en partenariat avec EY. Je suis toujours en compagnie de mes deux invités, Anna Bougal et Inès Bégan, qui nous font l'honneur de nous partager leur expérience et leur parcours inspirant. Dans l'épisode 1, nous avons d'abord appris à connaître nos deux invités et nous avons abordé les enjeux politiques dans les organisations. Comment les comprendre et comment bien se positionner par la suite dans notre organisation. On a également abordé l'importance du mentorat, un concept qui est étroitement relié à ce concept d'enjeux politiques. Pour ceux et celles qui n'ont d'ailleurs pas écouté le premier épisode, je vous encourage fortement à le faire via le site web de la FFQ, les différentes plateformes de diffusion de podcasts ou notre chaîne YouTube. Maintenant, notre thème numéro 2, les avantages de prendre des risques. Donc, je pense que c'est important de ne pas avoir peur d'en prendre. Il y a plusieurs concepts qui découlent de la prise de risque. Entre autres, d'abord, comprendre en quoi c'est important, les avantages de sortir de sa zone de confort, voir le risque comme une opportunité aussi, de vraiment pouvoir se développer, puis d'aller chercher vraiment des opportunités qui n'arriveraient pas nécessairement autrement. Puis peut-être, j'aimerais vous entendre, mesdames, sur la notion d'échec puis la perception des échecs, comment on arrive à le voir de façon positive pour après ça pouvoir rebondir puis grandir là-dedans. Donc, ça va être le résumé de notre sujet d'aujourd'hui. Puis, je sens que ça va être très intéressant. Donc, Inès, encore une fois, je vais commencer avec toi. Puis, j'aimerais comprendre vraiment, dans ton parcours, comment la prise de risque s'est traduite. J'imagine qu'entre le début de ta carrière et jusqu'à tout récemment, on t'a fait un changement d'emploi, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, qu'il y en ait une prise de risque. Comment ça s'est traduit dans ton parcours? Écoute, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est intéressant, la prise de risque. Puis, je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. On ne parle pas assez de ça, surtout en début de carrière. Puis, bien sûr, avec tout au long de sa carrière, c'est important. Mais je pense que c'est très important en début de carrière ou quand on est en train de faire un changement de carrière. Je trouve que c'est important de revisiter la notion de prise de risque puis de se dire vraiment comment je fais pour sortir de ma zone de confort. Parce que ce que ça apporte, c'est que ça nous apporte ça nous apporte une possibilité de se développer, une possibilité d'ouvrir ses compétences puis d'ouvrir ses connaissances. Puis en termes de prise de risque, moi, comme je disais la dernière fois, j'ai toujours été quelqu'un qui naturellement aime lever la main. Donc, à chaque fois que j'entends un projet, que j'entends quelque chose que je ne connais pas, je lève la main. Puis, j'essaye je dis, moi, j'ai le goût de participer. Puis, c'est pas nécessairement participer en étant porteur du projet, mais des fois, participer juste en se disant, je veux juste être un spectateur, voir. Donc, mettons, il y a une réunion sur la présentation d'un plan stratégique, puis je lève la main. Je dis, est-ce que je peux y participer? Juste pour voir comment ça se fait, parce qu'on apprend des choses en faisant ça. Et ça a été, tu sais, par exemple, quand j'étais à CGI, on a voulu, c'est dans toute la période de IFRS 15, puis on a voulu mettre sur pied une formation à diffuser dans le monde de CGI, donc en Europe, aux États-Unis. Puis j'ai levé la main, j'étais allée voir ma VP, puis je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais ça préparer la formation et tout, puis comment est-ce que tu voudrais me laisser faire? Puis elle m'a laissé faire, puis ça a été une belle occasion d'apprentissage pour moi. Ça a été la même chose. Quand j'ai vu à un moment donné mon poste à Enerkem, il fallait une des premières responsabilités du poste, c'était de mettre en place un programme, d'implémenter un ERP, d'implémenter D365. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça va être super intéressant. J'avais jamais fait ça. Je suis arrivée à l'entrevue, j'ai dit, mais j'ai jamais fait ça, mais j'apprends vite. Puis moi, je veux apprendre, je veux comprendre c'est quoi les dessous d'implémenter un système. Et comme j'ai dit jusqu'à dernièrement, la prise de risque, ça va aussi de se connaître assez pour pouvoir se dire, OK, non, là, je ne suis plus heureuse dans mon emploi, là, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je fais
je prends la décision de partir. C'est aussi ça de la prise de risque, c'est de se connaître assez pour être capable de dire, je suis capable de prendre un step de recul puis de me dire, là, ça ne fonctionne pas, ce que je suis en train de faire. Il faudrait que j'aille faire autre chose. Donc, ce que je trouve qui est intéressant puis qui est pertinent, puis c'est pour ça que mon premier conseil, c'est toujours de dire go, quel que soit, même pour toi, même si tu estimes que c'est très petit, vas-y, parce que l'appétit vient en mangeant. Plus on prend des risques, plus on réalise que le pire qui arrive, c'est qu'on te dise non, tu vas avoir un échec, on survit à l'échec, mais tu apprends toujours. Puis avec le temps, dans le fond, c'est comme un muscle qu'on travaille, puis avec le temps, on est capable d'en prendre plus, puis on est capable de se découvrir des capacités, des possibilités, puis ça nous donne de la confiance pour continuer à aller en chercher. Donc, mon conseil, c'est toujours ça, c'est go. J'aime comment tu expliques l'évolution dans la prise de risque. Ça peut être aussi simple, puis tu l'as dit au début, que de lever la main. Exact. Ça peut paraître banal, mais ce n'est pas nécessairement tout le temps d'avoir le courage de lever la main puis de dire qu'on aime quelque chose, qu'on est intéressé à faire quelque chose. Puis je trouve que c'est un super de bon conseil pour la jeune relève, quelqu'un qui commence dans une carrière, de dire, écoute, commence tout simplement par dire les choses. Lève la main quand tu as envie. Je trouve que c'est un super de bon conseil. Puis après ça, évidemment, il y a des façons de faire un petit peu plus, qui peuvent paraître plus intenses, comme un changement de carrière. Ça, à la base, c'est peut-être un peu plus difficile, mais tu as su bien le faire récemment. Donc, c'est intéressant. Est-ce que cette gradation-là s'est vue dans ton parcours, Anna, ou pour toi, la prise de risque s'est faite un peu différemment? Selon moi, je pense qu'il y a deux types de risques là, dans ma vie que j'entreprends. Il y a le risque calculé, bien étudié. Mais dans ce cas-là, c'est quand on connaît le risque, on le quantifie bien, on s'attend quand même à de bons résultats. Donc, il y a des choses qui... Ça va certainement porter des fruits. Si ce n'est pas vraiment à court terme, ça va aller en mi ou long terme. Il y a le deuxième type de risque, c'est ce que j'appelle le leap of faith. Donc, quand tu fais vraiment un saut dans le vide. Et pour faire un saut dans le vide, c'est ce que vraiment Inès vient de dire, ça prend de l'audace, ça prend du courage, ça prend du recul. Et je pense que j'en ai fait il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Moi, en enfant, quand j'étais en maîtrise, j'ai travaillé sur 2 projets de recherche. Donc, j'étais plus full-time R&D student. Puis, dans ce temps-là, je pense que j'étais sollicitée par un client qui voulait justement faire j'y voulais vraiment que je travaille sur un projet aussi penché sur le R&D. Mais à tout début, je savais que le projet manquait de vision. Mais mon ego... Pour être très honnête, mon ego faisait que je me disais, il y avait toujours un voix à l'intérieur que je me disais non, je peux lui redonner la vision. Puis c'est vrai, à l'époque, j'étais comme la notion d'impossible, ne figurait pas dans mon vocabulaire du tout. Et j'étais peut-être un peu drainée par les vidéos de motivation qu'on regarde sur YouTube. Là, maintenant, je pense, j'ai pris quand même du recul. J'ai regagné aussi en termes de maturité. Donc, la façon avec laquelle j'aurais réagi n'est pas la même. C'est vrai que j'ai fait un saut dans le vide, effectivement. Puis, donc, j'ai passé toute une année à travailler, en plus des 2 projets que j'avais sur le projet en question. Puis, au bout d'une année, je réalise que mes formules mathématiques ne fonctionnent pas. Et ça ne fonctionne pas, ça ne converge pas vraiment. Je fais des tests d'applicabilité et ça ne fonctionne pas. Et j'avoue que j'avais vraiment, j'éprouvais de la honte à ce moment-là parce que pour moi, c'était comme le premier échec de ma vie. Après l'excellence académique, après tout fonctionnel. Puis, à un certain moment, je pense que c'était vraiment lié au côté perfectionniste, en fait, que j'avais à l'époque. Je pense que j'ai pris du recul, comme toi, Inès, comme tu disais. Et pour prendre du recul, là, je sais qu'est-ce que ça apprend. C'est l'éducation aussi avec soi-même. Puis, et donc, j'ai pris un step back, donc 2 mois. Je suis partie voyager en Turquie, faire de la parapente, avoir des doses d'adrénaline, encore des risques. Puis là, quand j'étais de retour, je pense que j'étais de retour au Maroc. J'étais dans la maison de ma mère, puis je lui ai dit, je pense pas que je vais retourner au Canada, c'est fini là pour moi. Puis je me rappelle très bien, elle m'avait dit, t'as pas de place ici. C'était sa façon de me dire que ressaisis-toi. Et ressaisis-toi et go for it again. Parce que, et c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. J'ai refait mes valises, j'étais comme de retour, puis j'ai pris vraiment du recul. Et c'est là vraiment où j'ai commencé vraiment à me poser des bonnes questions sur qui je suis pour de vrai. Est-ce que ça me tente vraiment de faire toujours de recherche et développement? Qu'est-ce que j'aime faire le plus? Ça m'a ramené un peu plus en arrière. Qu'est-ce qui me motivait? C'est quoi les choses qui me motivaient ou qui faisaient que j'étais épanouie dans la vie? Oui, le quantitatif, mais aussi le qualitatif. Quand je vous ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un vraiment qui aimerait vraiment s'inscrire dans tout ce qui est
dans tout ce qui est vraiment qui considère le volet humain. Et donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que j'ai commencé vraiment à revoir les choses. Puis, je me suis dit qu'il y a quelque chose que je devais aussi développer pour que, tu sais, la situation peut-être aurait dû pas être la même chose si j'avais des skills qui sont un peu plus forgés en matière de gestion de projet. Et c'est là justement où j'ai fait un saut dans l'industrie. C'est là où j'ai commencé justement par la consultation. C'est là où j'ai appris beaucoup en matière justement de gestion de projet, notion de budget, notion de scope. Tu sais, c'est des choses qu'on avait, tu sais, que moi je me suis vraiment lancée comme ça sans avoir en fait des skills. Ce que j'ai appris aussi après, c'est que je pense que je suis le genre de personne à toujours faire un recul, quel que soit vraiment le résultat, un échec ou une réussite. Toujours, on me dit, qu'est-ce que je pouvais faire de différent pour que les choses fonctionnent? Et donc, je me disais, oui, c'est une part de ma responsabilité de ne pas lever ma main pour demander justement disons, des formations dans tout ce qui est gestion de projet. Même chose aussi au niveau de pratiquer le laisser-aller. Je pense que c'est la première fois où j'ai commencé à pratiquer le laisser-aller. Et je pense que je suis très, très redevable pour cette expérience maintenant parce que de pratiquer le laisser-aller à cette époque, donc à un jeune âge, maintenant, quand je suis dans l'industrie, je vois quelqu'un qui est quand même un nombre d'années d'expérience derrière lui, et puis it's always a day-to-day struggle. Juste pour pratiquer le laisser-aller, je me dis que je suis très redevable pour cette expérience. J'ai appris aussi à négocier mon salaire, chose que je ne faisais pas avant. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose dont on ne discute pas assez. C'est une prise de risque en soi, de savoir en parler. Effectivement. Donc, je pense que j'ai compris aussi que c'est très important que votre valeur soit toujours intrinsèque. C'est très important de ne jamais lier sa valeur à tout projet ou à n'importe quelle personne ou même à des approbations des gens, à des applaudissements ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous qui définissez votre valeur et ayez le courage vraiment de penser aussi à votre santé mentale. C'est super important. Je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Donc, le volet épanouissement, je trouve que c'est quelque chose que j'ai compris, disons, un peu tardivement là, dans ma vie, mais maintenant, c'est quelque chose, en fait, que j'applique dans chaque environnement dans lequel j'agis. Qui n'est pas toujours évident, mais se laisser aller là permet vraiment de laisser place à de prendre soin de nous, de laisser place vraiment à une bonne santé mentale. Je trouve que c'est tellement pertinent. Qu'est-ce que tu as dit, Anna? Comment est-ce que tu l'as expliqué? Je trouve que c'est vraiment pertinent parce que de la même manière que, je disais tantôt, faut se dire go, faut comme se le donner, ce petit push-là, puis de dire, OK, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? De cette même manière-là, je trouve que c'est tellement important, comme tu l'as expliqué, de se donner la grâce puis l'empathie de vivre des échecs, puis de se dire, c'est correct que j'ai vécu un échec, de se donner cette grâce puis cette empathie-là, je trouve que c'est tellement important, c'est tellement pertinent. En même temps qu'on parle de prise de risque, je trouve qu'on ne peut pas parler de prise de risque sans se dire, il faut qu'on soit conscient nous-mêmes que c'est correct de vivre des échecs, qu'on ait de l'empathie envers nous-mêmes en se disant, OK, mais là, ça n'a pas bien allé, ça n'a pas bien été plutôt. Je ne me sens peut-être pas à mon maximum, puis d'être capable de prendre ce step-là de recul. Je trouve que c'est vraiment important d'associer ça à la notion de prise de risque, parce que ça, en soi, c'est une prise de risque. La deuxième chose que je trouve qui est vraiment importante, c'est que c'est de s'apporter tel qu'on est, en toute authenticité. Puis, tu sais, on est tellement chanceux actuellement, on est comme dans toute une phase, une période où on parle des facteurs ESG, on parle de diversité et inclusion. On peut s'apporter comme on est dans nos environnements de travail, dans nos environnements dans nos environnements professionnels. Donc, je trouve que c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. C'est une chance et je veux dire, les organisations aujourd'hui ont les oreilles plus ouvertes, les yeux plus ouverts, sont prêts à nous recevoir tel qu'on est avec son authenticité. Puis il faut prendre cette chance-là. Puis, tu sais, quand on dit go, c'est aussi de prendre cette chance-là de dire, mais non, mais moi aujourd'hui, peut-être ma prise de risque, c'est de m'apporter comme je suis comme personne. Puis si on est quelqu'un de plus introverti, c'est correct, mais apportons-nous comme on est. Je trouve que c'est vraiment important. Puis la troisième phase, c'est d'être capable aussi de parler. Tu sais, on parle de la prise de risque, puis souvent, on limite ça beaucoup à nos tâches. On limite ça beaucoup à qu'est-ce que je fais dans mon day-to-day, la prise de risque au niveau de mes tâches. Puis d'ailleurs, moi-même, j'ai donné l'exemple. J'ai dit, j'ai levé ma main pour faire partie de projets et tout. Mais la prise de risque, c'est ça aussi, c'est d'aller tout ce qui est en dehors de nos tâches, d'être capable de voir comment je peux négocier mon salaire, être capable de voir
comment est-ce que je peux apporter un plus à l'organisation dans laquelle je suis? Est-ce que c'est parce que je vais aller m'impliquer pour aller engager des personnes? Est-ce que je vais aller proposer peut-être à l'organisation de s'impliquer dans des projets qui me tiennent à cœur, de s'impliquer avec un organisme qui me tient à cœur? Mais c'est de parler aussi, d'aller au-delà de nos tâches, puis de se dire dans quoi est-ce que je peux prendre un risque aujourd'hui? Dans quoi est-ce que qu'est-ce que je peux faire qui va apporter non seulement une plus-value à la personne que je suis, mais à l'organisation puis à l'environnement dans lequel je me retrouve. Je trouve que c'est super pertinent que tu aies apporté ce point-là de faire attention à ces 3 facteurs-là. Puis vous avez fait le lien directement entre la prise de risque et l'échec. Parce que j'ai l'impression, puis je ne sais pas si je me trompe en disant ça, que beaucoup de personnes vont éviter de prendre des risques par peur d'avoir un échec, justement. Puis vous l'avez mentionné, vous deux, ultimement, il faut savoir rebondir de ça. Puis si vous n'en aviez pas eu, j'imagine que vous n'auriez pas le même parcours que vous avez actuellement, dont vous êtes fiers, les deux respectivement. Anna t'a parlé d'un échec qui t'a marqué. Inès, est-ce qu'il y en a un que tu as en tête, un échec dont tu as pu apprendre dans ton parcours professionnel? Oui, écoute, je vais parler en fait de ma dernière expérience de travail avant d'arriver chez Biron. À Transdev, je suis venue, c'était mon premier poste exécutif, donc je suis venue avec les yeux plein d'étoiles dans les yeux. Je suis venue avec beaucoup de volonté, la volonté de changer les choses puis de mettre des choses en place. Je suis venue aussi peut-être avec une conscience qui était peut-être pas aussi affinée qu'elle devrait l'être du gap qu'il fallait que je comble entre mes anciens postes qui étaient plus des postes comme plus directifs, plus de supervision, plus technique, puis un poste où on se retrouve vraiment dans une position un peu plus stratégique à parler de long-term plan, puis à parler de stratégie de la compagnie et tout. Peut-être que j'avais pas bien évalué ça. Puis la douche a été froide. Vraiment, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé que c'était un gros gap. J'ai toujours été comme très, très au fait techniquement de qu'est-ce que je faisais. Puis j'arrivais dans un nouvel environnement où je ne savais pas. J'avais l'impression que je commençais à zéro. Et j'ai essayé. J'ai eu beaucoup d'apports. Honnêtement, c'est là que j'ai revisité. J'ai commencé à avoir un peu toute la notion d'avoir un coach, toute la notion d'avoir un mentor, toute la notion de dire, mais OK, mais j'ai tout le temps posé la question de c'est qui mes stakeholders? Est-ce que j'ai est-ce que je prends vraiment le temps de travailler sur mes stakeholders? Puis, concours de circonstances, j'ai essayé. J'ai senti une amélioration. Puis, à un moment donné, il y a eu un changement de leadership. Puis, j'ai l'impression que tous mes efforts étaient revenus à zéro. Puis j'avais beau essayer, j'avais beau continuer, mais je trouvais que ça ne s'améliorait pas. Je trouvais que je ne me retrouvais pas sur mon X, justement. J'avais perdu ce côté-là. Puis ça a été, je l'ai vécu comme un gros échec parce que, encore une fois, c'était mon premier poste exécutif. Je me suis retrouvée dans une situation où je voyais que ça ne fonctionnait pas. J'étais très heureuse avec mon équipe. Mon équipe était super contente. Mais moi, en tant que personne, avec ma relation avec autant mes collègues qu'avec les autres, je voyais que ça ne fonctionnait pas. Puis que c'est là que c'est venu toute la question de se dire, de prendre un step back, puis de réévaluer, puis de se dire comme, OK, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je ne suis pas allée chercher comme skills? Qu'est-ce qu'il faut que je développe? Et je me suis donné cet été. Je me suis donné un 3-4 mois cet été. Puis j'ai vraiment pris le temps pendant cet été de vivre mon échec parce que ça a été quelque chose quelque chose qui m'a affecté mentalement. Donc j'ai pris le temps de vivre cet échec-là. Puis c'est important de vivre cet échec-là, mais c'est aussi important d'en tirer des leçons. Puis tu sais, je pense que c'est l'une des plus belles choses qui m'est arrivée parce que ça m'a permis au sortir de ça m'a permis de déterminer exactement, très clairement, où est-ce que j'avais le goût d'aller m'impliquer. Puis mon processus de recherche d'un nouvel emploi, bien, il a été plus long, oui, mais il a été très directif. C'était très clair pour moi où est-ce que je voulais aller. Puis ça permet, puis c'est le plus gros apprentissage. Tu m'aurais parlé il y a quelques mois, je t'aurais dit, oh Sarah, ça va pas trop fort mon affaire, là. Ça va vraiment pas fort. Je suis pas sûre que je suis vraiment la personne, je vais pouvoir continuer dans la carrière que je me suis toujours dit. Puis aujourd'hui, tu me dis ça, je me dis, oh mon Dieu, quelle chance que j'ai eu que ça se soit passé. Parce que là, aujourd'hui, je sais exactement vers où je veux aller. Puis j'ai trouvé le match, justement, le fit qui me permet
d'aller là. Puis j'ai compris aussi, un peu comme tu disais, Sarah, que peu importe les approbations ou peu importe l'environnement extérieur, tu sais, j'ai compris que Inès, c'était une entité à part entière, puis Inès apprenait. Puis si Inès est une organisation X, ça ne fonctionne pas, bien, ça ne veut pas dire que c'est Inès qui a échoué nécessairement. Ça veut juste dire que Inès a peut-être besoin de se rediriger. Puis je trouve que c'est vraiment important de se rappeler ça quand on est, tu sais, quand on est en recherche d'emploi, quand on est, je sais pas, on va rentrer dans une période de récession ou des choses. C'est important de se rappeler ça, de se rappeler à quel point on est distinct de ce qu'on peut vivre, puis de se donner cette grâce-là, puis cette empathie-là, de se dire, mais j'ai appris beaucoup, puis là, je vais juste me donner le temps d'aller appliquer ça dans un nouvel environnement. Je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu dis, Inès. C'est vraiment, vraiment pour tout le recul que tu viens de faire. Puis même si les leçons qu'on tire, j'ai l'impression qu'on sort gagnant beaucoup quand on prend vraiment des risques et puis quand on passe par des échecs. Moi, j'ai l'impression que j'ai tirer les leçons, les grandes leçons de l'échec, tu sais, plutôt que de ma réussite. Juste faire la comparaison. Moi qui étais toujours satisfaite de ma performance, mais à un certain moment, je pense que les leçons qu'on avait aussi tirées, c'est vraiment des leçons qu'on avait appliquées aussi et dans la vie de carrière, mais aussi dans la vie personnelle. Donc, c'est pourquoi je dis je dois beaucoup d'abord, tu sais, beaucoup de choses à l'échec que j'ai eu. Puis, je pense que j'ai beaucoup aussi d'estime pour ma mère à l'époque quand elle m'a dit de ressaisir puis d'aller rebâtir from scratch ta confiance, toute ta santé mentale. Là, je comprends tout à fait par quoi on passe quand on a vraiment des échecs similaires. Et je trouve aussi que c'est super important que tu as porté un point sur le fait que quand on a un échec, quand on prend du recul, je pense que moi, personnellement, j'étais un peu... Tu sais, je me suis isolée. Pas parce que je veux vraiment m'isoler des gens en fait, que je connais. C'est juste que je voulais vraiment que ma décision provienne de moi, de Anna, la personne. Vraiment, je voulais vraiment être fidèle le plus possible vraiment à qui je suis. Et je comprends parfaitement ce que tu dis parce que quand on subit aussi un échec, il faut être bien entouré. Bien entouré par des gens qui vont nous encourager à être vraiment très transparents avec nous-mêmes, puis être très authentiques avec qui nous sommes. Et je pense qu'il n'y a pas mieux, pour moi, c'était la famille, pour être très honnête, puis aussi quelques amis proches. Mais je sais c'est quoi, en fait, le fardeau qu'on peut avoir, disons, des attentes des gens, parce que je pense moi, je l'ai vécu vraiment à différents stades dans ma vie, même universitaire. À un certain moment, il y a toujours des attentes, parce que tu es excellent, tu dois toujours exceller. Puis, c'est comme si, en fait, on ne vous donne pas le droit droit à l'erreur, alors que c'est tout à fait normal. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment un peu normaliser les échecs. C'est super important. Je pense que c'est le message que j'ai vraiment à transmettre aujourd'hui. Normaliser autant que possible les échecs. C'est vraiment une très belle opportunité pour vous, pour restructurer votre carrière. Moi, je ne pense pas que j'aurais fait un saut dans l'industrie des assurances de finance. Je n'aurais même pas être aujourd'hui avec vous. Et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir le courage d'être en fait qui nous sommes et de normaliser les échecs autant que possible. Je pense que j'avais vraiment de la difficulté de parler de cet échec-là il y a presque 1 an, même 2 ans. Okay. Je pense qu'il m'avait vraiment inspiré. C'était un panel d'inspiration auquel j'ai assisté dans le programme je pense, des étincelles, des étincelles, effectivement. Puis, je me rappelle très bien, il y avait une des intervenantes qui avait parlé de ce sujet-là, qu'à un certain moment, elle a fait aussi un recul. C'est que ça ne matchait pas. Puis, à un certain moment, elle a décidé aussi de faire une restructuration, en réorientation de sa carrière. Je trouvais ça vraiment very bold. Je me disais, mais cette dame, elle a beaucoup d'expérience derrière elle. Il n'y a pas cette notion de honte. Donc, c'est ça, en fait, ce que j'ai appris. Je pense que c'est d'où l'importance aussi d'être backé par une communauté, backé aussi par un réseau. Je trouve que si, par exemple, il y a 3 ans, si j'étais un peu disons, inscrite dans les programmes similaires, ma vision de l'échec n'aurait pas dû être la même chose. Exactement. Parce que j'aurais bien compris que c'est quelque chose de normal. Tout le monde passe par des hauts et des bas et c'est ça la vie, finalement.
Je pense que c'est super important, en fait, juste de mentionner ça vraiment à la relève. Puis, faut pas avoir honte de qui nous sommes. Faut pas avoir honte non plus, là, vraiment, de nos expériences de vie. C'est parce que c'est ça ce qui fait qui nous sommes aujourd'hui. Puis même dans les succès, hein, même dans les succès, il y a toujours une part d'échec. J'ai toujours trouvé ça un peu difficile. Mon père ne le disait pas, ne me l'a jamais dit aussi clairement. Mais à chaque fois que je venais à la maison, même avec des excellents résultats scolaires ou même au travail, là, je disais, là, j'ai fini, tu sais, mettons, j'ai fait telle affaire. Il me disait souvent, je suis vraiment fière de toi, mais qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Puis je trouvais ça, j'ai toujours trouvé ça difficile comme conversation à avoir avec mon père, mais aujourd'hui, avec le recul, tu sais, même lui-même, il n'a pas mis les mots dessus, mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends que c'était sa manière à lui de m'apprendre à normaliser l'échec. Fait qu'il me disait souvent, même quand je venais le voir, j'étais super excitée, j'étais comme, OK, j'ai fait ça, go, ça y est, j'ai gagné tel prix, j'ai fait le truc. Puis là, il me disait, OK, puis là, dans les derniers mois, Inès, c'est quoi que tu n'as pas bien fait? C'est quoi que tu as besoin de développer? C'est quoi que tu as besoin de travailler sur toi en tant que personne? Puis je trouve que c'est important, même dans les succès qu'on a, d'être capable d'avoir cette clarté d'esprit-là, de se dire comme, OK, j'ai réussi, j'ai atteint mes objectifs ou j'ai réussi dans telle ou telle sphère ou dans tel ou tel pan, mais où est-ce que j'ai besoin d'aller travailler? Je pense que ça doit être très, très intrinsèque avec notre notion de risque, c'est de se dire, bien, une fois qu'un risque à payer ou peut-être pas, ou peut-être que des efforts de plusieurs années ou de plusieurs mois ont payé, mais qu'est-ce que j'aurais pu, où est-ce que j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai laissé tomber pendant que je faisais ça? Puis ça peut être aussi, tu sais, moi je me dis souvent, j'ai pas le goût d'être une réussite publique puis un échec en privé. Mais tu sais, c'est justement d'avoir cette clarté d'esprit-là, de faire la part des choses puis de se dire, OK, je suis bien en train de réussir là professionnellement, mais je suis en train d'échouer ailleurs. Puis d'être capable de mesurer notre prise de risque en se disant, OK, mais moi, la personne que je suis, est-ce que je suis en train d'échouer dans des choses qui sont vraiment importantes pour moi? Je pense que ça fait partie d'un tout qu'il faut tout intégrer ensemble quand on est en train de parler de prise de risque pour être sûr qu'on fait la bonne chose, qu'on va dans le bon chemin. Les deux, vous l'avez nommé, l'importance de normaliser l'échec, puis j'aime ce terme-là, je pense que c'est important, comment normaliser en parlant, pas juste se laisser inspirer par des histoires à succès, mais des histoires qui comprennent, un peu comme tu l'as dit, Inès, pas juste le public et le beau, mais qui comprennent un peu toutes les petites bosses dans le chemin qu'il aurait pu avoir. Fait que, puis justement, tu l'as nommé, Anna, toutes les panels d'inspiration, les tête-à-tête, de la relève, les différentes possibilités d'écouter les histoires des gens via des conférences ou tout autre événement qu'il peut y avoir. Je pense que c'est une belle opportunité de le faire. Puis j'ai aimé, Inès, quand tu as dit « j'ai eu la chance de vivre ça ». Fait qu'ultimement, moi, je le comprends comme étant « tu as eu la chance de vivre un échec ». Je trouve ça beau de le dire comme ça parce qu'ultimement, avec du recul aujourd'hui, tu es capable de dire ça puis de dire « ben je suis contente d'avoir, pris des risques. 2, je suis contente que ça ait mené à un échec pour après ça me permettre d'être dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. » Exactement. Mais merci, mesdames, pour ce bel échange, honnêtement, sur la prise de risque. Dans les sous-thèmes, j'avais nommé justement en 4e point l'importance de parler de l'échec et la perception de l'échec, tenter de le rendre positif et non pas négatif. Honnêtement, je pense que ça ne pouvait pas être plus clair. Je vous remercie vraiment pour ça. On se retrouve donc pour la suite du podcast pour un 3e et dernier épisode, dans lequel nous discuterons cette fois-ci de trucs et astuces pour développer sa présence exécutive. Donc, comment oser, comment prendre sa place. Je pense que vous allez être excellente pour nous parler de ça. N'oubliez pas encore une fois que l'on peut retrouver tous les podcasts de la FFQ sur le site Internet, donc www.ffq.org, sur notre chaîne YouTube de la FFQ et également sur la plupart des plateformes de podcasts. Donc, merci à mes 2 invités. Merci à tout le monde d'avoir écouté et à bientôt. Merci, Sarah.